Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui s'inscrit dans le mois de l'imaginaire et plus particulièrement dans l'horreur quand même, avec un des maîtres de la littérature horrifique. Je vous parle de notre cher H.P. Lovecraft dans cette édition particulière de la Pléiade. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 nouvelles que j'ai découvertes, et pas n'importe quelle des nouvelles. 10 nouvelles qui ont été écrites avant Cthulhu, donc dans la période que l'on considère un peu la période jeune de Lovecraft, ses premiers récits, voilà, là où il n'a pas encore atteint la quintessence, voilà, de sa plume et de son univers. Je voulais simplement vous rappeler que pour le mois de novembre, les Trois Nornes restent ouvertes. Voilà, même si moi je ne serai pas présente, vous pourrez commander les livres et ils vous seront envoyés comme d'habitude. Et on sera sur des marchés de Noël, donc dès décembre. Mais sachez que si je ne réponds pas beaucoup aux commentaires ou si je ne suis pas très présente, c'est normal. Je ne serai pas disponible. Mais voilà, vous pourrez passer vos commandes pour La Gloire des Charonnes, qui est la publication qui est sortie ce mois-ci aux éditions Les Trois Nornes, la maison d'édition que je gère, écrit par Caudal et illustré par Melf. Vous êtes sur un univers de dark fantasy où vous allez suivre deux peuples qui ont été des peuples frères qui vont se déchirer pour une terre qui s'appelle la Grande Friche, une terre un peu inspirée, vous savez, des peuples des steppes. On est dans un univers qui s'inspire aussi un peu de l'Antiquité, l'âge de bronze, et on va suivre donc 4 points de vue. Le point de vue d'un homme qui va être condamné par les dieux et les hommes et enterré vivant. Une femme qui va malheureusement être mise en esclavage et œuvrer pour se libérer de ses chaînes. Un homme dont le fils est malade et lui étant alchimiste va devoir œuvrer pour trouver un remède, et un Roylige qui va voir apparaître sur cette terre un dieu déchu parce que dans ce monde-ci les dieux ont chuté et qui va tout faire pour défendre son territoire. On est sur un récit de dark fantasy, autant vous allez avoir des thèmes liés à la religion, à la guerre, au conflit, au féminisme, au colonialisme, et surtout aussi il y a un texte qui joue beaucoup avec les points de vue. On est vraiment dans de la dark fantasy, mais notamment avec des points de vue qu'on a peu l'habitude de voir. Je parle des femmes par exemple, et des peuples qui sont pas toujours présentés sous un bon angle, voilà, en général dans ces genres-ci. On est sur un texte fabriqué en France de A à Z, non distribué sur Amazon, pas d'IA qui est utilisé et papier recyclé et renouvelé, et un texte réservé aux adultes qui sera aussi illustré en grande partie. À l'intérieur, vous aurez des illustrations pour accompagner votre lecture. Je vous laisse le petit lien en barre d'infos si vous souhaitez le commander, et on va passer à Lovecraft. Alors, Lovecraft, c'est important pour moi de vous faire un trigger warning quand même avant de commencer la vidéo. Lovecraft est un auteur majeur de son siècle, est un auteur, moi, qui me passionne énormément par la création de sa cosmogonie, c'est-à-dire la création de créatures, de mondes, de religions, voilà, ce genre de choses. Je suis assez passionnée aussi par la forme littéraire de son style de la plume, mais aussi par la manière dont il aborde certaines questions, notamment il a tout un jeu sur la question de la folie, la question de l'aliénation. On est toujours sur des personnages dans la bascule entre rêve et réalité, des personnages qui ont été traumatisés par des événements, mais Lovecraft reste un auteur extrêmement problématique. Mon avis sur Lovecraft, il a changé beaucoup, alors pas du tout sur le point de vue raciste qui est déterminant dans son texte, et voilà, on va en parler parce que c'est le cas aussi, c'est abject. J'ai lu la biographie, je vous le conseille. Avant de parler de Lovecraft, je pense qu'il faut absolument lire la biographie de Joshi, donc qui est en 2 volumes en poche si vous le souhaitez, sur sa vie, sur ses problèmes, expliquer certaines choses de son siècle et de remise en contexte, et surtout son travail. Joshi, je me permets de le dire et de le souligner, c'est pas une biographie qui est là pour encenser et justifier les comportements de Lovecraft. Joshi n'est pas une personne blanche, voilà, donc il n'hésite pas aussi à dire quand Lovecraft fait de la merde, voilà. Et c'est important de lire la biographie pour comprendre aussi le travail de Lovecraft et remettre un petit peu en jeu la période, parce que Lovecraft, on est sur une période, on est sur fin 19e, début 20e, on est sur un auteur qui a une vie un peu compliquée, qui a énormément de frustration. C'est quelqu'un d'assez particulier, Lovecraft, mais qui est loin du mythe qu'on a donné de Lovecraft, de l'auteur malade, qui ne voyait personne et qui était enfermé sur lui-même. Lovecraft était quand même quelqu'un d'assez sociable, qui a envoyé une des plus grosses correspondances qui nous reste de cette époque-ci, et c'est un auteur qui est plein de contradictions, qui était contre l'homosexualité, mais dont le meilleur ami et beaucoup de proches à lui étaient homosexuels, qui avait des propos extrêmement racistes et en même temps qui avait des comportements parfois, faut être logique un minimum. Lovecraft, et j'insiste sur le racisme parce que c'est important de le dire, vient d'un pays
et d'une région notamment Providence où les hommes de cette époque-ci étaient en grande majorité très racistes. Lovecraft, il était beaucoup plus, je pense, que beaucoup d'hommes qui n'étaient pas racistes à cette époque. On est aussi sur une période de changement. Lovecraft, il vient d'une famille aristocratique qui a déchu, et c'est un thème qu'on voit souvent, les fins de lignée, qui a été biberonné par du racisme, par ses proches, par son statut social, mais aussi par ses lectures et aussi par des expériences qu'il a lues. On est sur une période pour un homme comme Lovecraft qui n'a côtoyé que des blancs pendant une grande période de sa vie, de forte immigration. Et donc il a été, si je peux me permettre, et c'est pas du tout ce que je pense, mais traumatisé, c'est un peu comme ça que ça a été présenté, et il l'a mal vécu, le pauvre petit père. Donc voilà, ce qui explique aussi son rejet de ça, son rejet qui va être amoindri au fur et à mesure de sa vie, parce que Lovecraft va comprendre beaucoup aussi en quoi c'est une connerie d'être raciste, mais ça ne justifie pas le fait qu'on doit lui pardonner ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit, parce que c'est infâme et c'est abject, et moi c'est un truc qui me pose beaucoup de problèmes chez Lovecraft, beaucoup plus que la non-représentation des femmes. Le racisme qu'il y a dans les textes de Lovecraft est un racisme extrêmement violent, animalisé et ce genre de choses, où la question du sang qui omnubile Lovecraft pour des raisons est très présente. Cette question du sang, de la lignée et tout, serait sûrement liée au fait que le père de Lovecraft est mort de la syphilis et que Lovecraft l'a très mal vécu. Donc voilà, il y a toutes ces choses de incompréhension de son époque, biberonnage du colonialisme et surtout du racisme ambiant dans ces régions-ci des États-Unis de l'époque. Et Lovecraft est un grand amateur d'auteurs qui étaient très racistes. Et donc il a réemprunté aussi ce qu'il a lu. Et voilà, donc je préfère le dire, si c'est une question qui vous touche, il y a des textes, et notamment il y en a un que je vais vous présenter dans ceux que j'ai déjà lus, qui sont abominables sur le sujet et qui sont pas pardonnables. Voilà. Et moi, ça me pose vraiment... Il y a vraiment des textes de Lovecraft où je suis en total rejet à cause de ça. Et c'est super chiant parce qu'il y a des textes qui sont hyper intéressants. Et il y a des textes, en fait, quand tu passes ce truc-là, les textes sont chouettes et intéressants. On est aussi sur une démarche actuelle, et je tiens à le dire, qui moi m'énerve un peu vis-à-vis de Lovecraft, c'est d'éviter de parler du côté racisme de Lovecraft. On est quand même sur lisser les problèmes qu'il y a autour de ces textes. Je vous donne un exemple, il y a quelques mois, voire une année ou deux, on avait regardé en live, pour ceux qui suivent la chaîne Twitch, des reportages sur les grands auteurs d'imaginaire. Voilà, il y avait Lovecraft, il y avait... Robin Hobb, je crois. Il y avait il y avait l'auteur de Conan, il y avait beaucoup d'auteurs. Et pour Lovecraft, il y avait donc des super illustrations. C'était en coordination avec Alan Lee, donc un des illustrateurs de Tolkien. Ils avaient toute la scène de Cthulhu, qui est le grand texte mythique de Lovecraft, mis des personnages qui le vénéraient, comme c'est le cas dans la nouvelle. Sauf que dans la nouvelle, c'est bien dit dans des caractère extrêmement épouvantable que les personnes qui prient Cthulhu sont pas des personnes blanches, voilà. Et il y a tout un imaginaire très animalisé, très on bêtifie ces personnes-ci, voilà. Et là dans les illustrations c'est des personnes bien blanches. Et en même temps je suis en mode non, Lovecraft n'a pas écrit ça. Quand on lit Lovecraft, il faut dire la vérité et dire que ces textes sont racistes, que ces textes peuvent être homophobes et que ces textes sont sexistes, dans le sens que Lovecraft, il y a quasiment pas de femmes, et quand il y a des femmes, souvent elles sont décrites de façon assez mauvaise. Ça aussi, je vous conseille vraiment de lire sa biographie pour comprendre, voilà. Pas forcément justifier, mais comprendre. Ça, c'est deux points différents. Donc je voulais vraiment faire cette parenthèse-ci, parce que moi la biographie ça m'a soigné mon rejet de Lovecraft à certains moments, même si là j'ai eu des rejets, et il y a des nouvelles qu'il ne faut vraiment pas lire si ça vous gêne, parce qu'il y a des nouvelles, elles sont horribles. C'est une thématique, le métissage, la pureté du sang, l'immigration, c'est des thématiques qui sont très présentes chez Lovecraft et qui sont très reprochées. Donc voilà, c'est immonde à lire de notre point de vue actuel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter donc 10 nouvelles de Lovecraft qui ont été écrites avant Cthulhu. Lovecraft, vous connaissez sûrement Cthulhu, les montagnes hallucinées, peut-être l'affaire Dexter Yard, oui je crois que c'est ça le nom, je confonds toujours le nom du bonhomme, qui sont un peu l'affaire Charles Dexter Yard, voilà c'est ça, et peut-être La couleur venue du ciel, des choses qui ont été adaptées par le cinéma. Parce que Lovecraft, c'est un élément majeur de la pop culture actuellement, c'est un auteur qui influence autant le cinéma, l'imaginaire, que même les représentations. Cthulhu est devenu un mythe de la pop culture, et on a des réinterprétations, il y a même des littératures actuellement que je n'ai pas encore lues mais que je compte lire, qui réinterprètent Lovecraft mais en
chassant tout ce qui est sexisme, racisme et tout ça, en critiquant ça, plutôt les personnes noires qui sont concernées dans le texte, sur une position favorable et non critique, et ça c'est important. Je vais vous présenter chaque nouvelle dans l'ordre que je les ai lues. Alors, cette édition de la Pléiade, c'est important de la présenter. Donc la Pléiade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'édition majeure en France. Être publié chez la Pléiade, c'est être reconnu d'une édition française un peu sérieuse. C'est un truc, alors ça m'avait gêné dans l'introduction parce qu'ils font la différence entre littérature de genre et littérature sérieuse. Voilà, la littérature, elle accepte tout le monde, il n'y a pas de classification. Certes, il y a des littératures qui sont classiques et des littératures qui sont plus commerciales et divertissantes. Ça ne veut pas dire que des littératures valent moins que d'autres. Ici, le fait que Lovecraft a été mis en Pléiade, c'est quand même une avancée majeur pour nous les amateurs, on va dire, de littérature de genre. Depuis quelques temps, la Pléiade commence à mettre des auteurs de littérature de genre. Il y a eu une Pléiade faite sur le vampirisme, une Pléiade faite plus sur les monstres, et en faisant rentrer Lovecraft dans la Pléiade, c'est pas un geste politique moindre. C'est reconnaître les littératures de l'imaginaire comme étant des littératures sérieuses, ou du moins des littératures qui ont l'intérêt d'être étudié et d'être valorisé. Voilà. Et c'est important parce que ce sont des littératures qui ont été boudées, et notamment chez Lovecraft, c'est d'autant plus important parce que Lovecraft a été édité d'une façon un peu particulière. C'est pas un auteur qui a été édité en livre tout de suite, il a édité en magazine dans les Weird Tales, qui étaient des magazines à pas cher où il y avait des nouvelles, et Lovecraft a eu son public, voilà, pendant des années comme ça. C'est un auteur qui est mort dans la pauvreté quand même, Lovecraft, qui a énormément galéré, qui a une vie quand même assez... Voilà, pas terrible. De faire le choix de mettre Lovecraft à la Pléiade, c'est un choix politique hyper important, et moi que je trouve hyper valorisant pour nous, lecteurs de littérature de genre, de dire que la littérature de genre, elle vaut quelque chose, elle est intéressante, et qu'elle est marquante de ce siècle, et que voilà, c'est une littérature qui prend de plus en plus de place dans le paysage de la littérature, on va dire blanche d'une certaine manière. Je veux dire, c'est des littératures qui ne sont absolument pas mises dans les médias, dans les magazines, voilà. Mais voir Lovecraft mis dans Pléiade, je peux dire que moi, ça m'a fait plaisir. Alors, la Pléiade, c'est des ouvrages qui coûtent assez cher. Celui-ci est à 69 € prix de lancement, c'est là où on l'a acheté, mais est à 76 € en prix définitif. Vous allez me dire, c'est ultra cher, sachant qu'il n'y a pas toutes les nouvelles de Lovecraft. Il y a une trentaine de nouvelles dans celui-ci. La particularité de la Pléiade, déjà, bon, c'est son format intemporel. Tu payes aussi la marque, c'est surtout la fabrication. La Pléiade, vous n'êtes pas sur un livre papier au sens propre, vous êtes sur un livre papier bible, donc papier extrêmement fin, ce sont des livres très fragiles mais très précieux que vous garderez toute votre vie. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez des proches qui ont des Pléiades, vous mourrez avec vos Pléiades, elles ne bougeront pas. C'est du cuir. Vous n'avez pas de dorure, jaspage et ce genre de choses. Par contre, vous avez de l'or. Là, on est sur de l'or. Voilà, on est sur un livre avec des matières qui coûtent très cher et des matières qui ne bougent pas avec le temps. C'est pas des matières, vous savez, où vous passez votre doigt et votre côté doré va s'enlever. Non, les Pléiades, elles restent, et vous allez même en magasin d'occasion, vous trouvez des vieilles Pléiades il y a encore peut-être 40, 50 ans, 60 ans, elles n'ont pas bougé. Parce que c'est le format qui fait ça. Donc quand tu veux des livres de qualité, c'est ça. C'est un investissement, et la Pléiade, d'autant plus qui est intéressant, c'est donc les commentaires de texte, parce que les gens qui sont choisis pour faire les traductions chez la Pléiade sont pas n'importe qui, sont des universitaires, sont des gens qui sont reconnus pour la qualité de leur traduction, c'est toujours des retraductions, normalement. Et ensuite, c'est aussi le commentaire. Dans cette édition-ci, chaque nouvelle va avoir des notes argumentées, mais surtout, chaque nouvelle va avoir un commentaire presque littéraire pour que vous ayez des clés de lecture sur les thématiques, sur la compréhension de l'œuvre, la mise en contexte de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on va vous dire dans quel contexte elle a été écrite, de quoi Lovecraft s'est inspiré pour le faire, et c'est hyper intéressant aussi pour comprendre la nouvelle. Vous n'avez pas qu'un livre, vous avez un commentaire de texte argumenté par des universitaires en plus, donc c'est du boulot. Je sais qu'il existe une autre édition de Lovecraft qui est très estimée, donc chez Nemos, avec la traduction c'est de Camus. C'est à peu près le même prix, même si chez Nemos vous avez plus de textes. Il en reste que au niveau de la qualité du livre, des matières qui sont utilisées, la Pléiade, voilà, il y a ce commentaire de texte, je ne sais pas s'il est présent chez Nemos, et il y a aussi la qualité de l'objet livre. Voilà, donc c'est une chose, je ne serais pas contre d'acheter celles de Nemos pour lire celles qui me manquent, parce que Lovecraft, j'ai déjà lu une dizaine de nouvelles
nouvelles en dehors de cette Pléiade-ci au fur et à mesure du temps. Hein. Vous avez plein d'éditions différentes. Il faut juste savoir que le problème avec Lovecraft en France, avec des traductions qui sont avant celles de Camus et celle-ci, parce que celle-ci, je trouve qu'on cache pas trop le racisme, c'est que dans un objectif de rendre Lovecraft beaucoup plus sage et surtout de lisser un peu le propos qui est très problématique, on a fait des choix de traduction qui parfois cachent le racisme. Je vous avais parlé des rats dans les murs, parce que les rats dans les murs est un exemple assez criant de ça. Il faut que je revérifie dans la Pléiade si ça a été fait ou pas, mais en anglais, le nom du chat dans cette nouvelle, c'est le N-word. En français, ça a été traduit comme le noireau. Et quand tu le lis, t'es en mode, bon, c'est un terme très dévalorisant, mais c'est pas un terme aussi violent que ça l'est en anglais. Ça ne veut pas forcément dire la même chose. Donc, voilà, c'est des choses à savoir quand on commence Lovecraft. La tombe, vous allez suivre l'histoire d'un jeune aristocrate, il me semble, qui est fasciné par le cimetière à côté de chez lui. Et fasciné notamment dès l'enfance par une tombe où il commence à essayer de regarder, tu vois, dans le caveau et ce genre de choses. Et on va raconter un peu l'histoire de sa folie et de sa déchéance. C'est assez intéressant d'étudier les œuvres de Lovecraft avant Cthulhu parce qu'on voit les jalons qui sont posés pour les prochaines nouvelles. La construction du personnage qui a été enfermé, considéré comme fou ou autre, qui va donc expliquer son histoire et on va rentrer dans quelque chose de mystérieux, d'horrifique, voilà, qui va te faire frissonner, avec une très bonne chute. En général, Lovecraft a des très bonnes chutes. Ça finit rarement bien chez Lovecraft, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on est sur un horrifique qui finit jamais bien, et je veux pas vous spoiler, mais déjà, dès la tombe, je trouve que la chute est bien maîtrisée, on est dans le cliché de littérature anglaise un peu gothique, voilà, vraiment dans les inspirations, et ce jeune homme qui va avoir cette fascination morbide pour le cimetière et la mort, et qui va découvrir un terrible secret, voilà, dans cette tombe. C'est un texte qui rend ici vraiment hommage un peu à la littérature anglaise, à la littérature gothique, sans être encore dans la cosmogonie. On voit un jeune Lovecraft qui commence à faire ses armes, même au niveau du style. Voilà, ça reste pas trop critique, ça reste vraiment une histoire, parce que vous allez voir au fur et à mesure de son écriture, Lovecraft, il a pas honte de donner ses pensées politiques, ni de critiquer les gens voilà, qu'il aime pas. Dagon, je pense que vous connaissez parce que c'est une nouvelle qui est un peu considérée comme une de ses premières et qui est une des nouvelles, moi je trouve, quand je l'ai lue, c'est un peu les premiers jalons qui ont été posés pour Les Montagnes Hallucinées, qui sont mon texte préféré de Lovecraft. On est là, alors là je vous ai dit, on était sur un texte un petit peu de roman gothique, là on est sur un texte d'aventure. Lovecraft, il a plein de passions différentes, et donc il a, même si on est toujours sur ces récits de gens qui racontent des choses qu'ils ont vécues, qui tombent dans la folie, qui savent jamais trop ce qui s'est passé, on est toujours sur plusieurs axes différents. On est pendant la Première Guerre mondiale, il me semble, et on va suivre un homme qui va s'échouer, voilà, d'un navire. Donc il y a un petit contexte historique, hein, rappelé aussi un peu, voilà, Lovecraft est américain, il n'a jamais foutu les pieds en Europe, il a une fascination pour l'Europe, et il va donc décrire ici un homme qui va partir à la découverte d'une sorte d'île mystérieuse, un homme qui essaye de survivre. On est quasiment sur une Robinsonade, vous savez, une réécriture un peu de Robinson Crusoe, mais dans sa recherche, il va tomber, voilà, sur des peintures rupestres assez particulières. Alors, Lovecraft n'a jamais utilisé le terme rupestre. Quand il va parler des choses anciennes, des peuples, voilà, il va souvent utiliser les termes comme primitifs et ce genre de choses, des termes qui sont assez connotés à notre époque. Donc voilà. Mais il y a cette fascination dans Dagon du différent de l'ancien, et on commence à avoir des cosmogonies avec des dieux, voilà, et des choses, moi c'est ce que je préfère, et dans Dagon on commence à voir son premier grand dieu qui apparaît, voilà, qui est toujours inspiré de cultures existantes. Quant à lui, Les Montagnes Hallucinées, ça paraît un peu pauvre, mais c'est hyper intéressant de voir comment ça a été inspiré. Les Montagnes Hallucinées se passent dans un milieu plutôt arctique. Ici, on est sur un milieu plutôt chaud, voilà, paysage totalement différent. Et avec un contexte de guerre et un contexte de folie, et qu'on va retrouver beaucoup plus. Donc Dagon, c'est un peu le premier jalon pour suivre, on va dire, l'histoire de Lovecraft et de la cosmogonie. Et c'est un texte qui est très sympa, qui est assez lent de démarrage, parce que voilà, on raconte un peu la vie du bonhomme, sa survie, pour une fin qui est éclatante et assez fascinante par les inspirations que ça va donner.
Je pense que c'est celle qui m'a moins plu pour l'instant. Par-delà les murs du sommeil, c'est un texte, ici vous allez suivre un médecin. Le personnage va subir quelque chose de différent, mais là on est sur le point de vue de la médecine, du travail un petit peu de la médecine mentale, voilà. Et pour commencer, Lovecraft, là on commence à avoir un Lovecraft un peu vénère, un Lovecraft qui critique sa société. Il y a un gros tacle à Freud dès directement. Voilà, ça commence, il commence à dire que Freud c'est de la merde, voilà, donc ça me fait rire. Donc voilà, Lovecraft il pinaille pas, il a ses propres pensées. Et ce médecin va se retrouver confronté dans son hôpital à un homme qui a fait un forfait très grave et qui ne va pas être condamné à mort, mais condamné à être étudié d'une certaine manière. Et cet homme, alors, on parle souvent du racisme chez Lovecraft en disant il n'y a que les personnages racisés qui sont très décriés. Ici, on voit aussi une des thématiques importantes de Lovecraft. Lovecraft, il a une vision très améliorative du sang noble. Voilà, lui, il vient d'une famille aristocratique. Il a très mal vu la déchéance de sa famille par le fait que sa famille a été mise dans la merde pour des questions financières. Il va parler beaucoup de la population qu'aujourd'hui on pourrait considérer, vous savez, le fin fond de la campagne. Et souvent, il va utiliser en des caractères très péjoratifs qui sont assez semblants à des caractères racistes, sauf que là ça concerne des personnes blanches, voilà, où il va décrire les physiques, et souvent les physiques sont assez monstrueux. On va décrire les gens avec des physiques assez horribles, on va parler un peu, pas de consanguinité, mais voilà, clairement de ça, de dégénérescence, de tout ça, et on dévalue ces gens-là, on les traite comme des moins que rien. Et donc, il va se retrouver, le médecin, face à un personnage comme ceci, et au terme d'une découverte où il va se rendre compte qu'il y a des rêves et la grande thématique de l'onirique. C'est le Lovecraft que j'aime moins, c'est le Lovecraft science-fiction, parce que mine de rien, le Lovecraft science-fiction, il est quand même assez présent. Et ici, c'est part un peu dans un truc brouillon, qui parle de la médecine, de la psychanalyse, des rêves, voilà. On met un petit peu aussi les pensées de Lovecraft sur pas mal de choses concernant ce sujet-ci. Alors, la nouvelle, comme je vous dis, est assez dérangeante par les descriptions physiques. Et quand tu lis, parce que j'ai lu le commentaire de texte pour celui-ci, le commentateur en disait. Et par exemple, dans cette nouvelle-ci, Lovecraft, il s'est inspiré d'une région des États-Unis, qui c'est les Catwills, je crois que c'est ça le nom, que beaucoup d'auteurs ont déjà présenté, où aux États-Unis, à une certaine période, il y avait beaucoup de personnes qui étaient considérées comme différentes, voilà. Je pense qu'il y avait pas mal de consanguinité et des problèmes, une population qui était assez pauvre et qui vivait dans des conditions qui étaient très loin des conditions que Lovecraft estimait comme acceptables. Et donc voilà, ça parle de cette campagne, et il y a toute une opposition ville et campagne, et tu vois que Lovecraft, au-delà de pas aimer les gens racisés, il aime pas les gens de la campagne aussi, parce qu'ils sont différents, ils sont plus proches de la nature, plus proches de la terre, moins sociabilisé, je pense, selon lui, voilà, dans sa manière de faire. Donc c'est vrai que cette nouvelle, elle est assez perturbante. Bon, elle est beaucoup plus science-fiction, questionne beaucoup plus le rapport au rêve, à l'onirique, voilà, avec toujours une fin qui est surprenante. Et ici, qui parle aussi une question de la société, les questions de mentale, voilà. Et donc là, Lovecraft, il arrive toujours à mêler des questions de société à des faits un petit peu plus fantastiques et souvent un peu plus politiques. Fait concernant Feu Arthur Jermai et sa famille. Ici, on est sur une nouvelle, pareil, nouvelle empreinte de Lovecraft. Alors là, pour ceux qui ont lu Poe, vous allez retrouver énormément l'inspiration de Poe dans ces nouvelles-ci. Lovecraft, il a une autre fascination, comme beaucoup de gens de son époque, et surtout des gens avant lui, mais des gens qu'il a lus comme Poe et de nombreux Arthur Machen, voilà, de nombreux auteurs, c'est la fascination pour les artefacts pour l'Afrique. Vous allez dire c'est bizarre, mais oui, une espèce de fascination raciste et colonialiste de l'Afrique, et des reliques, des dieux différents, voilà, des dieux issus de différentes cultures. Dans cette histoire-ci, vous allez suivre l'histoire de la famille, donc c'est Jermyn, qui va être une famille, et là on commence à rentrer dans les récits très racistes, parce que pour l'instant ça l'était
moins une famille qui va être en quelque sorte maudite parce que l'un d'entre eux, le grand-père je crois, a récupéré un artefact lors de ses voyages en Afrique, et notamment je crois que c'est au Congo. Et cet artefact, alors on est sur le mythe du singe, déesse singe, donc des trucs très clichés, très colonialistes de l'époque, que ce soit l'Égypte, les pays africains, ça a été un gros, ou même les pays asiatiques, ça a été un gros terreau de fascination pour les Européens, les Américains pendant longtemps, parce que c'était très différent de leur culture, et qu'il y avait tout ce colonialisme qui était mis en avant. Et donc son histoire familiale va être maudite, voilà. Et dans ce texte-là, alors là, on est sur le Lovecraft que je vous conseille pas forcément, voilà. Lovecraft très raciste. Il y a un terme à un moment où il parle d'une nourrice, donc une femme noire qui vient du Congo, avec des termes horribles dedans, du genre, tu lis et t'es en mode... C'est compliqué. Voilà, donc il débecque. En fait, l'horreur chez Lovecraft, de notre point de vue moderne aussi, c'est son racisme aussi. Hein. Et là, donc, tout un héritage de cultures différentes et tout, mais ça, c'est la même chose que chez Poe. Hein. Donc, cette fascination pour l'époque d'artefacts maudits, voilà, qui vont maudire cette famille. Et là, en plus, cette famille est maudite selon Lovecraft parce qu'ils ont mélangé leur sang à des cultures différentes. Et c'est pas que des cultures africaines, c'est aussi, par exemple, le fait qu'ils se marient avec une Portugaise, tu vois. Donc, tout ce qui n'est pas blanc de chez blanc, c'est rejeté chez Lovecraft. Et donc, il y a toute cette lecture horrible dans le texte, mais c'est un texte qui est un peu un jalon dans le sens que c'est vraiment un hommage à Poe, avec cette lecture colonialiste et raciste, et la mystification. Alors, c'est assez fascinant à lire aussi de voir comment les Américains, les Européens voyaient l'Afrique à l'époque, comment si on a évolué, et heureusement, et me dire qu'il y a, je pense, encore des gens qui réfléchissent comme ça, voilà, mais de toute cette culture de la différence, de l'étranger et de la peur que ça en suscite. Donc voilà, ça c'est un texte qui parle un peu plus de ça, et voilà, de déchéance familiale, de fin de lignée. Et la fin de lignée, c'est un thème qui est très présent chez Lovecraft, parce que Lovecraft n'a pas eu d'enfant. Et que sa famille, il me semble bien que Lovecraft était le dernier homme voilà, qui était présent pour porter le nom Lovecraft. Et Lovecraft voilà, a eu une romance, hein, c'est pas un homme qui a pas eu de femme, hein, il y a des femmes qui étaient attirées par Lovecraft, mais qui n'a jamais engendré, qui est mort seul et qui a vu sa famille s'effondrer à cause des erreurs de son père et donc de la syphilis. Et le fait de cette famille désargentée qui perd tout. On voit, hein, tu veux dire, les œuvres de Lovecraft sont très inspirées de sa propre vie, voilà, de ses propres peurs et de sa société de l'époque. Encore sur un personnage qui va se retrouver à frapper à la porte de personnes, alors aussi blanches ici, mais encore ce côté, vous savez, blanc, campagnard qui fait peur, qui ont des physiques un peu étranges, et là il est quand même décrit comme très imposant, et un homme qui va raconter la découverte d'un livre, encore un livre africain, livre étrange. Alors là on est sur la thématique du cannibalisme, hein, autant aller sur des clichés racistes jusqu'au bout, et où l'homme va devenir de plus en plus inquiétant. Là, on est sur une nouvelle que je dirais quasiment horrifique, parce que on est sur le sanglant, on est sur la peur avec une très bonne chute, et voilà, quelque chose... Chez Lovecraft, il y a aussi pas mal la punition de tabou, c'est-à-dire que souvent les familles ou les gens qui commettent des choses affreuses vont être punis, voilà, par la foudre, par des effondrements, voilà, des événements, on va dire, climatiques, ou parfois ce sont vraiment des dieux. Vous allez voir que l'artefact du livre, et je crois que c'est le premier dans celui-ci, c'est un artefact qui va revenir beaucoup. Hein. Vous savez que Lovecraft a créé ce qu'on appelle le Necronomicon, hein. Le livre disparu, c'est un livre qui a fasciné. Beaucoup de gens ont cru à une époque que le Necronomicon existait vraiment. Tellement les nouvelles de Lovecraft sont inspirées de sa société et qui se veulent assez réalistes dans le carcan dans lequel ça se situe, des gens ont cru qu'il y avait des textes qui existaient vraiment. Donc voilà, l'artefact du livre, c'est un truc que vous voyez beaucoup, c'est un truc qui est très inspiré de Poe et de tous ces auteurs du fantastique. Il est présent ici avec voilà, une scène de fin que j'ai bien aimée, qui est assez glauque. Après, avec toujours un sous-texte ici raciste, qui est loin d'être le pire. Là, on est plus sur le cliché raciste de l'époque. Voilà, les clichés de la colonisation. Ensuite, on va aborder des textes qui sont un peu plus longs en termes de taille, des choses qui sont des nouvelles, mais des nouvelles plus denses, donc avec plus de matière à dire, et on voit que Lovecraft s'exprime un peu plus, notamment sur ses idées.
On suit un personnage qui, il me semble, est récurrent chez Lovecraft. Il y a des personnages que tu vas revoir dans plusieurs nouvelles. Ce personnage va partir en quête avec d'autres pour rejoindre Tempest Mountain et une maison étrange qui s'y situe. C'est un peu une quête entre l'aventure, je dirais pas l'enquête, mais le dévoilement de mystère et ce lieu qui a beaucoup de légendes. C'est un journaliste qui veut absolument faire la part des choses, dévoiler le mystère qui se cache derrière la chute de cette famille et qui va donc explorer les lieux pas forcément très faciles d'accès parce qu'il y a des orages qui tombent fréquemment. Et au fur et à mesure du récit, ces orages et même des choses mystérieuses vont apparaître. On va avoir des maisons totalement effondrées, on va avoir des gens qui meurent. Alors on a encore le trope du campagnard bizarre, difforme et tout, qui est un peu vu comme de la vermine. Et à travers cette enquête, on va découvrir cette histoire-ci de maison qui va plutôt parler aussi des souterrains et de créatures qui s'apparentent un peu à la religion, on a l'impression dans un moment, et ensuite on repart sur un cliché, du genre la thématique du singe, surtout dans ces premières nouvelles, est quand même très présente comme étant quelque chose d'assez effrayant, voilà, donc assez présent, des singes titanesques, des singes qui n'ont pas la couleur habituelle, qui sont proches de l'homme sans être, alors j'ai toujours peur avec Lovecraft que ça soit quand même des images voilà, très très borderline sur certaines questions. Je crois que dans celle-ci, c'était pas forcément volontaire. Là, on parle plus de la dénonciation du journalisme, un peu, tu sais, d'enquête journaliste qui est prêt à tout. Et ces journalismes un peu, tu sais, enquête paranormale et tout. Il est assez long de mise en place. On a du mal au début à voir où ça va et avec une fin explosive très visuelle. Là, c'est loin d'être le texte le plus marquant, je trouve, de Lovecraft parce que déjà l'ambiance de reprendre des animaux qui ressemblent à des animaux qu'on connaît, c'est pas forcément ce qu'il réussit le mieux. Moi, ce que j'aime chez Lovecraft, c'est la façon dont il arrive à créer des créatures. Là, c'est vraiment le lien de l'orage, du souterrain et il y a un peu une référence, je trouve, à la maison, la chute de la maison Usher. T'as beaucoup de références à la chute de la maison Usher, mine de rien, dans les prochaines. Je sais pas s'il a été vraiment nubilé par ce texte pendant la période d'écriture. C'est une période d'écriture, là on commence à arriver à l'époque où Lovecraft a épousé sa femme et ils sont partis à New York. Et ça va entamer donc la période new-yorkaise qui est une période qui est entre le fait de regretter Providence, voilà, cette vie qu'il aimait beaucoup, et le choc qu'il a eu à New York, voilà, qui provoque ces textes, et les textes new-yorkais sont sûrement les textes les plus racistes de Lovecraft, mine de rien. Pas relu Les rats dans les murs parce que c'est un texte que je connais bien. J'ai revérifié ce que je vous disais sur la traduction et on est sur une traduction qui est beaucoup moins lisse, c'est-à-dire que les mots, il y a même le N-word qui apparaît, alors pas dans Innommable, je crois que c'est dans celle d'après pour la première fois. On a vraiment des termes qui sont dits, on ne lise pas, on lit le Lovecraft qu'on connaît. Et le terme qui est utilisé, tu vois, c'est aussi représentatif de la société de l'époque, donc c'est pour ça. Le nom du chat que je vous disais, c'est un dérivé du N-word, mais c'est le nom du chat que Lovecraft avait quand il était petit, donc sûrement que ses parents ont baptisé. Donc voilà, c'est aussi le bain dans lequel tu vis, voilà, c'est dur de s'en sortir pour certains, et pas que je cherche des justifications à Lovecraft parce que c'est terrible, mais on voit quand même l'éducation qu'il a reçue, quoi. Et puis... c'est drôle de voir qu'il met beaucoup de choses de sa vie. C'est triste aussi parfois de voir tout ce qu'il met de son enfance, de sa vie, de ses traumatismes, hein, souvent. On va ensuite parler de l'Innommable. Alors l'Innommable, ça a été plutôt une bonne découverte parce que je pense que c'est un des rares textes de Lovecraft qui parle de littérature, qui parle aussi de lui, je pense, implicitement, ça c'est ma lecture, mais de peut-être le ras-le-bol qu'il a ressenti. C'est une mise en abîme. En fait, vous commencez le récit entre un jeune écrivain qui écrit plutôt de la littérature, de ce qu'on dirait aujourd'hui d'imaginaire, qui est assez peu apprécié, et un savant, un professeur qui lui croit comme dur comme fer à la science. Et tous les deux partent voilà, dans un endroit, et ils échangent un peu sur le sujet de l'étrange, du mystère, voilà, de l'imaginaire, et le médecin est dans le rejet, l'auteur essaye de défendre, et il va illustrer par un conte, voilà, une histoire qu'il connaît.
Une histoire encore avec la folie, encore avec une famille et tout. Et en fait, on voit au fur et à mesure que c'est quand même une bataille un peu entre l'imaginaire, genre les auteurs modernes un peu d'imaginaire, ce qu'on pourrait dire Lovecraft, Howard, tous ces auteurs-ci, Machen, Poe, et face à des auteurs dits romantiques, voilà, la littérature qui était plutôt mise en avant à l'époque, voilà, littérature que certains auraient dit sérieuse. Et donc il y a un peu ce mythe en décrivant pourquoi ces littératures sont importantes, voilà, en expliquant aux lecteurs aussi d'une certaine manière pourquoi ils aiment bien lire ce genre de littérature. Et le personnage, c'est intéressant, qui est contre, va lui basculer presque dans la folie, et l'autre va un peu plus être terre à terre face à quelque chose d'innommable. En fait, dans tout le truc, je pense que c'est aussi un moyen pour Lovecraft déjà de défendre le genre qu'il écrit, face à des gens qui lui diraient que c'est de la mauvaise littérature, mais aussi de défendre sa manière d'écrire. Lovecraft, c'est pas un auteur qui décrit toujours énormément dans les détails les créatures qu'il voit. Souvent, c'est de l'indicible, c'est de l'innommable, et souvent, il a des termes, tu sais, très superlatifs, il laisse au lecteur l'imagination. Et donc il y a tout un truc sur, au début il dit mais ça ne veut rien dire innommable, et en fait la créature est innommable d'une certaine manière, et donc on parle de ça aussi. Je trouve que la nouvelle elle est intéressante d'un point de vue littéraire, voilà, d'un point de vue aussi personnel vis-à-vis de Lovecraft, parce que je pense que ça l'a quand même pesé pendant toute sa vie, et on le voit dans la biographie que c'est quelque chose qui l'a pesé et qui n'a pas toujours été facile à vivre, et aussi d'expliquer un peu son travail lui aussi. Et je trouve que la nouvelle est plutôt sympa parce que déjà on est sur deux personnages principaux qui ont cette un peu bataille littéraire, et en même temps avec ce côté horrifique d'une créature innommable, voilà, qui va arriver. Donc ça c'était plutôt chouette, et c'est un récit que j'ai plutôt apprécié. Je pense que c'est un des meilleurs depuis le début. Alors la maison maudite, c'est un peu particulier parce que ça se passe à Providence, donc dans la ville de naissance de Lovecraft, mais la maison dont ils le disent dans les notes, c'est une autre maison, je crois que dans le New Jersey qu'il a aperçue, mais c'est quand même une ode à Providence. Voilà, c'est une période où Lovecraft vit à New York, qui regrette beaucoup sa vie à Providence, donc on voit c'est un peu une lettre d'amour à cette ville, et là on est sur le mythe du vampire, mais un vampire pas du tout Dracula. Voilà, plutôt sur le mythe du vampirisme, plus que du vampire. Vous allez suivre un personnage qui a un oncle médecin. Et depuis son enfance, il voit un bâtiment très étrange, voilà, une maison très étrange. Il y a énormément de références à Edgar Allan Poe, il s'adresse même à Edgar Allan Poe Lovecraft dans celle-ci. Voilà, le mythe de la maison Usher, voilà, c'est un peu la maison hantée dans ce truc-là, maison hantée et vampirisme. Et au fur et à mesure, en fait, on apprend que dans cette maison, énormément de gens meurent, et on explique toute l'histoire de cette famille, comme à chaque fois beaucoup de liens avec les familles, jusqu'à quelque chose, voilà, qui va se passer avec son oncle. Moi, ce que j'ai trouvé assez surprenant dans cette nouvelle, c'est que souvent les personnages de Lovecraft, ils se retrouvent un peu désarmés face aux créatures qu'ils affrontent, face aux choses qu'ils affrontent. Et là, on est sur un truc un peu scientifique. Du genre, Lovecraft va essayer de légitimer ce qui se passe par des sciences, par de la physique, par des choses même auxquelles il croit pas forcément, parce que voilà. Et aussi, il y a une véritable action, un peu d'aventure à la fin. Voilà, quand vous verrez, si vous la lisez, vous verrez, il utilise des moyens pour combattre, et je suis en mode, c'est rare quand même les nouvelles où c'est le cas, et surtout de manière scientifique. Donc voilà, c'est encore rare chez Lovecraft, parce qu'en général, il mêle pas toujours science et fantastique. Quand c'est de la science, souvent c'est plus pour sa cosmogonie ou pour expliquer des trucs. Là, j'ai trouvé ça très surprenant. Là, mais voilà, c'est en plus la créature, je la trouve très différente de ce que j'ai lu de lui. Il y a un côté très SF moderne dans ces genres de représentations. Moi, j'imagine vraiment les créatures qu'on voyait dans Métal Hurlant. On va parler vraiment, je pense, une des nouvelles, et ça je le savais parce que je ne l'avais jamais lu, cette nouvelle-ci. Elle fait partie des nouvelles qu'on conseille pas forcément à lire, ça fait partie un peu comme le cauchemar d'Innsmouth ou tout ça, des nouvelles très racistes de Lovecraft, où en fait le message est que les immigrants, voilà, je vais le dire dans des termes très trash, hein, que les immigrants, les personnes racisées sont le cancer. Déjà, le mot cancer est beaucoup utilisé de l'Amérique. Voilà, c'est un peu comme ça qu'ils le présentent. Et voilà, sont le mal, sont le monstre en réalité. En fait, ils utilisent le carcan, la société pour parler de ça. Donc c'est horrible à lire.
Là, on est dans une enquête policière qui se passe à New York. Alors, faut remettre en contexte aussi, c'est l'époque où Lovecraft donc vit à New York. Ça a été un choc pour lui. Il n'était pas heureux dans sa vie forcément, même si avec sa femme, voilà, il faut lire la biographie parce que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on a l'habitude de lire sur lui. Mais c'est un prétexte pour, à travers une enquête des disparitions, notamment de petits enfants blancs, de dénoncer voilà, ce que lui voyait comme problématique à l'époque. Beaucoup de descriptions de quartiers, donc le quartier de Red Hook. Ça, on parle des bâtiments effondrés et la population qui est décrite. Alors vraiment, on cite des... C'est vraiment la couleur de peau chez Lovecraft qui pose problème, c'est même pas forcément... Il y a la nationalité aussi, mais tu vois, par exemple, il va parler aussi de peuples européens, mais il va parler des peuples européens qui sont... dit les moins blancs de peau. Et on va parler de sectes, de diables et de... En fait, il dénonce la religion, parce que Lovecraft est quand même assez anti-religion dans ses textes. Il dénonce la religion et il va associer des pratiques religieuses extrêmement violentes, sanglantes et païennes à des populations qu'il juge comme des sous-populations. Et donc voilà, c'est une image du monstre, parce qu'il y a un monstre, il y a une histoire, il y a une enquête, voilà, celle-ci est beaucoup plus dans l'enquête, le côté fantastique est bien plus tardif, mais en fait c'est juste un prétexte pendant des pages et des pages de parler de la situation à New York et de lui décrire dans des mots abominables les populations, vraiment les descriptions sont abominables, je me suis dit putain... c'est dur, tu vois, de les lire comme ça, parce que c'est dur de lire, tu vois, ce genre de texte, parce que des fois tu dis c'est pas possible que ça a été écrit, et ça a été écrit il y a un siècle et demi, même un siècle, quoi. Donc voilà, il y a ce truc, c'est un thème, et je pense que la Pléiade a décidé de mettre ces textes aussi, parce que c'est un peu le côté sombre de Lovecraft, que j'ai l'impression quand même que la critique pour faire rentrer Lovecraft un peu comme un auteur sérieux a tendance de mettre de côté. Mais non, ça fait partie aussi du travail de Lovecraft, ça fait partie aussi d'une empreinte historique de l'époque, et c'est commun à beaucoup d'auteurs de l'époque. C'est vrai que chez Lovecraft, c'est très violent la façon dont c'est fait. Là, je crois que c'est un des pires que j'ai lu. Je pense qu'avec Le Cauchemar d'Innsmouth, ça doit être les deux pires sur le sujet, parce que là, c'est vraiment le méchant, le monstre, c'est l'étranger. Celui-ci, je vous le conseille pas à lire. Alors certes, il y a une petite enquête et que là, on est plus sur un policier. C'est pas toujours le cas chez Lovecraft, avec un véritable ancien flic qui a vécu des événements traumatiques. J'ai un peu l'impression que Lovecraft, il s'immisce à ce flic, parce que ce qui est fou chez Lovecraft, c'est qu'il met beaucoup, quand je vous dis qu'il met beaucoup de personnel, il fait beaucoup de références à sa vie, mais aussi à des clins d'œil aux gens qui l'apprécient. Le fait que, je crois, là, il y a beaucoup de personnages irlandais positifs dans le texte. En général, c'est parce que les grandes inspirations de Lovecraft, il y a des gros auteurs d'imaginaire qui sont des auteurs issus de l'immigration irlandaise, par exemple aux États-Unis, ou qui étaient irlandais. Et voilà, donc il y a plein de petits points comme ça qui font que je trouve que cette édition est quand même très intéressante. Au-delà, dont toi, tu sais faire ta lecture, t'es pas con non plus. Genre, ils te font des résumés, t'es en mode ça, je l'avais compris, tu vois. Ce qui est pertinent dans ça, c'est vraiment les détails d'explication biographique, les détails d'explication. Notamment, là, je vous parlais de la nouvelle sur la maison maudite. Plein de références sur Providence, voilà, sur l'histoire de Providence et sur aussi des textes. Chez Lovecraft, je trouve que le contexte est quand même très important pour comprendre un peu pourquoi les symboliques, pourquoi, voilà, parce que sinon ça peut paraître un peu random. La période new-yorkaise a passé parce que moi c'est celle que j'aime le moins, et voilà, mais c'est important quand on lit le travail d'un auteur de tout lire et de pas passer. Je voulais pas faire une vidéo vous présentant Lovecraft sous un très beau jour, en vous disant regardez comment il y a des nouvelles qui sont super, sans vous parler du côté que il y a quand même des gros problèmes, quoi. Et dans celle-ci, tu vois, c'est l'époque où il s'est marié avec sa femme, donc il y a un clin d'œil au mariage, t'as plein de liens à faire. On est de retour ensuite avec des nouvelles qui sont plus courtes. Lui, on est encore dans le carcan de la ville. On est sur un homme qui se plaint encore de l'immigration. Est-ce que ça change? Non. Mais qui va faire la rencontre d'un autre homme qui va l'inviter chez lui. Et de là va découler une histoire plutôt flippante. J'ai moyennement apprécié lui, pour le coup, parce que c'est beaucoup de descriptions de Greenwich, de pierres, de bâtisses, c'est un peu redondant. Et surtout, le personnage, on sait dès le début que ça sent mauvais, c'est assez prévisible. Dans celui-ci, il y a toute l'opposition de, tu sais, un peu
la vieille ville du genre fantasmé, tu vois, le vieux New York fantasmé, ce genre de choses, et la réalité selon lui, et les problématiques selon lui qui sont impliquées dans ces villes-ci. Voilà, ça parle encore de ce sujet-ci. Le racisme ici, il a dévié vers les personnes d'origine asiatique, voilà, et de l'Orient, dans ce qu'ils appelaient un peu ça à l'époque. On va voir beaucoup de représentations de personnages, que ça soit l'Inde, l'Asie par exemple, qui est plutôt mauvaise, ou du genre des personnages assez inhumains. On a la figure ici de l'immortel qui va être mise en avant et qui on va retrouver pas mal de fois dans les autres textes. Mais celle-ci n'est pas non plus franchement à conseiller. Moi j'ai trouvé ça assez peu intéressant, bien moins que les deux dernières qui m'ont plutôt plu. La première étant Prisonnier du caveau. Alors Prisonnier du caveau, j'aime bien parce que la chute est très bien. Vous suivez un croque-mort qui fait son métier de façon légère, voilà, qui est un petit peu alcoolique, et on sait dès le début du récit qu'il est devenu infirme, il était en communication avec son médecin est décédé, et donc il doit être suivi par un autre médecin auquel il va raconter son histoire un peu horrible, parce que lors d'un enterrement, de 2 enterrements à vrai dire, il va chuter dans un caveau et en être prisonnier, et lorsqu'il souhaite remonter, il y a peut-être des choses qui sont dans le caveau. Et la fin est très sympa parce que l'horreur ici, elle est aussi sur l'horreur humaine et sur les actes humains et sur la répréhension humaine. Voilà, il y a un peu une petite pique, voilà, notamment envers ce métier. Et j'ai trouvé qu'elle était assez un peu conte gothique, un peu comme La Tombe, tu vois, dans cet univers de cimetière, mais aussi avec une touche, je voudrais dire, un peu morbide à la fin, qui prête à sourire quand même, parce que le personnage a mérité son sort d'une certaine manière, et est plutôt bien trouvé. Donc moi j'ai apprécié, là pour le coup on est vraiment sur du purement gothique. Moi j'aime beaucoup chez Lovecraft ça. Assez différent parce que là on est sur une créature, comme je dis, Lovecraft il arpente un peu tous les mythes un peu fondateurs de l'horreur. Ici on va suivre un jeune homme qui est malade et qui va être accueilli dans le bureau d'un médecin. Alors il est malade dans le sens qu'il supporte très très mal le froid. Et il va tomber sur un homme qui a particulièrement le corps froid, mais qui arrive à le soigner. Il va devenir un peu son aide, voilà. Et l'homme lui demande tout le temps à ce qu'il fasse très froid et à ce qu'il y a de la glace, voilà, qui soit apportée jusqu'au jour où une canicule s'annonce. Voilà, je vous en dis pas plus. Celui-ci est intéressant aussi parce que c'est fou dans toutes les nouvelles. Alors ça, c'est peut-être prédiction aussi, mais Lovecraft a eu des énormes soucis de santé, que ça soit des soucis de santé mentaux, mais aussi des soucis de santé physique, hein. Il est mort de façon assez tragique, douloureusement, de malnutrition, hein. Lovecraft était tellement pauvre à la fin de sa vie qu'il bouffait des boîtes de conserve froides, donc voilà, vous imaginez, ça l'a pas réussi du tout. Et là on sent voilà le côté maladie, le côté surprenant, très Alan Poe. Voilà, il y a une grosse référence à tout le travail, je trouve, Alan Poe. On retrouve un peu ces contes morbides qui, pour le coup, ceux-là sont pas du tout racistes. Voilà, c'est fou comment toute cette période new-yorkaise, parce que là, dans celui de lui, on a le retour du personnage à sa ville natale, donc il quitte, on va dire, la grande ville. On doit être à une période aussi, Lovecraft est retourné chez lui à Providence. Toute cette période new-yorkaise, elle est infâme, parce qu'en fait, c'est vraiment la période où il laisse toutes ces valeurs, on va dire, horribles s'exprimer. Alors, ces valeurs horribles, elles vont être encore présentes, parce que là, je me suis arrêtée dans ce recueil à Cthulhu. Voilà. Et le texte majeur de Lovecraft, c'est considéré comme, c'est vrai, le moment le plus important de sa carrière. C'est son texte que tout le monde connaît. Et c'est vrai que après, quand vous prenez, en fait, les textes sont beaucoup plus connus que les textes ici, du genre le plus connu, je pense, avant Cthulhu, c'est Les Rats dans les murs. Là, on est sur un Lovecraft débutant, et Lovecraft qui vient de vivre des événements qui vont approfondir son racisme. Donc, vraiment, c'est pas toujours les nouvelles les plus intéressantes, et même en termes de cosmogonie et tout, à part Dagon,
c'est le seul, je crois, où on a un vrai dieu qui est mis en avant. Tout ce que j'aime chez Lovecraft est plutôt postérieur à cette partie-ci, même si le côté gothique, j'ai beaucoup apprécié. Et tout ce qui joue un peu sur la méta, par exemple, par rapport à sa vie. En fait, toutes les nouvelles, à part les nouvelles racistes, ça passe. Voilà, faut bien s'en rendre compte, c'est le genre de nouvelles qu'on voit assez peu étudiées ou publiées. Quand j'ai voulu vous faire la miniature, j'ai quand même fait pas mal de recherches. Il y a plein de titres où il n'y a même pas de couverture en anglais, tu vois, à trouver. Il n'y a même pas eu d'édition faite de ces nouvelles-ci. Donc voilà, c'est une période un peu moins connue de Lovecraft, c'est une période débutante. Donc faut s'en rendre compte quand on lit. Parfois c'est peut-être mieux de commencer par ça pour pas être déçu après, mais c'est pas ses œuvres majeures. Voilà, à part Les Rats dans les murs, je pense, qui sont plus connus avant Cthulhu et Dagon, pour les gens qui s'intéressent à l'univers Lovecraftien. Mais c'est vrai que je pensais qu'il y aurait un peu plus de trucs sur sa cosmogonie, donc un peu frustrée pour ça. Alors, pour le choix de la Pléiade, parce que là j'ai eu ce choix-ci, c'est vrai que on peut se questionner quand même sur les nouvelles qui ont été choisies par rapport à d'autres. C'est vrai que, par exemple, de ne pas voir figurer le festival ou le Molos, par exemple, dans ce recueil de nouvelles, mais voir des nouvelles très racistes, mais ça, je pense que c'est une volonté aussi d'afficher le travail de Lovecraft dans son entièreté et de montrer aussi que Lovecraft a des penchants qui sont quand même particuliers et des nouvelles qui sont de moins bonne qualité. Je pense pas que ce soit les nouvelles les plus qualitatives qui ont été choisies, je pense que c'est les nouvelles qui, à chaque fois, apportent quelque chose potentiellement de nouveau, qui introduisent une nouvelle chose, qui introduisent des nouveaux effets, mais c'est pas une version complète, c'est une version édulcorée de ce que vous pourrez retrouver en termes de texte. Je pense qu'on a zappé quand même pas mal de nouvelles entre la publication de Cthulhu. Donc là, je suis en train de regarder, pour tout vous dire, sur Wikipédia, où il y a la liste, en fait, de toutes les nouvelles. Il y a des nouvelles qui n'ont jamais été traduites. Voilà, déjà, le témoignage de Randolph Carter, par exemple, il n'est disponible qu'en anglais. Le temple n'est pas mis dans l'édition Pléiade. Il y a un nom incompréhensible, mais je pense que c'est une déité qui ne l'est pas non plus. Cité dans son nom non plus. La musique d'Erinzan non plus. Le Molos, comme je vous disais, qui n'y est pas non plus. Yard, elle n'y est pas non plus. Herbert West, réanimateur, il n'y est pas non plus. La peur qui rôde, oui, on dit. Le festival qui est quand même une nouvelle qui est très sympa, voilà. Mais ils ont fait le choix, par exemple, de mettre l'horreur à Red Hook, qui est pas forcément la nouvelle la plus estimée. Et je suis d'ailleurs, elle n'y est pas, The Outsider, elle n'y est pas non plus. Et ce qui est drôle avec cette édition, c'est qu'il y a des nouvelles qui sont connues. Genre vraiment, il y a des fiches Wikipédia pour en parler, donc c'est des nouvelles qui sont un peu connues mais qui ne sont pas dedans. Par contre, il y a des nouvelles qui n'ont aucune fiche, donc des choses comme Air froid, La tombe par exemple, qui sont pas du tout mises en avant, et là qui y sont présentes. Donc c'est un choix éditorial qui a été fait, et je pense que c'est un choix par rapport aux thématiques, voilà, pour éviter la redondance. Mais voilà, faut que vous le sachiez avant de vous y lancer. Comme je dis, Lovecraft, il y a des gros défauts. Il y a des choses qui peuvent être très dures à lire, nous, en tant que lecteurs, en 2025, parce que, voilà, la pensée raciste, elle est extrêmement dure, et surtout, voilà, là, on est au début de la carrière, donc on est en plein dedans. Mais en même temps, c'est un texte qui est fondateur, qui est novateur, qui est pour l'imaginaire un texte hyper important. C'est un texte aussi qui s'inscrit, ils en parlent dedans, sur l'africanisme, c'est-à-dire que ça c'est Toni Morrison qui a un peu parlé de cette notion, qui disait, parce que je l'avais lu dans un de ses livres, que l'africanisme en fait c'est un terme, je laisserai chercher la définition, mais c'est lié en fait à la littérature américaine. Il y a tellement d'auteurs américains qui ont fait de l'africanisme, qui ont instrumentalisé l'Afrique, qui ont cette vision colonialiste, qui ont eu cette vision raciste et qui continuent. Je veux dire, la littérature américaine est baignée de ça, et que ça soit des prix Pulitzer dans tous les livres de littérature américaine, que ça soit la traite des esclaves, que ce soit le racisme, c'est des thèmes importants, et qu'il y a des auteurs, quand on passe un certain milieu du genre avant les années 2000, et bah il y a encore énormément de textes qui sont extrêmement racistes. Moi j'ai toujours pris le parti pris de ne pas faire de censure et de mettre du contexte, et c'est ce qu'on fait avec Lovecraft, c'est ce qu'on fait avec Howard, c'est ce qu'on fait avec toute cette génération d'auteurs, de mettre du contexte, de pourquoi on a ce genre de texte horrible, voilà, par la vie de l'auteur, mais aussi par la société dans laquelle ils y sont, et surtout la société américaine, quand même une société très raciste. Et en même temps, on va parler aussi de voilà le manque de la place des femmes, mais voilà, c'est comme chez Tolkien, il y a des auteurs, c'est pour des questions religieuses, parce que les femmes, voilà, dans leur conception religieuse, c'était pas forcément mis en avant. Chez Lovecraft, il n'y a pas le côté religion, c'est juste que Lovecraft a côtoyé peu de femmes,
il a eu des relations, hein, mais il a côtoyé peu de femmes. Et en fait, c'est fou quand on lit Lovecraft, c'est que quand tu lis sa correspondance, il a évolué sur plein de sujets, mais notamment sur le parti des femmes, il va avoir des propos durs et tout, il y en a presque pas dans ses textes, et quand elles y sont présentes, elles sont souvent reléguées au rôle de mère, d'épouse, ou rôle, vous savez, d'esclave. Il en reste que quand il parlait, il avait beaucoup de respect pour pas mal de femmes qu'il a côtoyées, voilà, des chercheuses, des romancières, donc c'est la double lecture de chez Lovecraft, c'est que c'est un auteur qui est complexe. Et c'est un auteur qui est dans un basculement du temps. Voilà, c'est un auteur du basculement du temps. Mais vous lisez plein d'auteurs de cette époque, c'est tout aussi raciste. C'est devenu un héros littéraire. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Lovecraft qui sont fausses. Il y a beaucoup de choses qui sont surinterprétées et qui ne sont pas vraies. Voilà, qui font partie un peu des mythes et des légendes autour de cet auteur. Et voilà, c'est juste remettre du contexte. Mais tous les livres que j'ai lus d'imaginaire très anciens, sont quasiment tous racistes et le sont encore pendant de nombreuses années, voire on a encore des bouquins racistes qui sortent aujourd'hui, et pareil pour la place des femmes. C'est dur, hein, c'est dur quand tu vois encore qu'il y a des bouquins des années 90 et 2000 en fantasy française qui sont aussi racistes, donc voilà, ça fait partie d'un héritage littéraire, et heureusement qu'aujourd'hui on a des auteurs qui changent et on a de la représentation, et notamment dans l'imaginaire, mon Dieu, on a déjà plus de personnes racisées qui écrivent de l'imaginaire, qui écrivent, alors soit avec de l'engagement politique ou non, mais même moi je pense à l'afrofuturisme, je pense à tous ces auteurs, par exemple on va prendre les États-Unis, mais qui ont donc par l'immigration des ancêtres qui viennent d'Afrique par exemple, ils vont faire de la fantaisie africaine. Je dis fantaisie africaine avec de grands guillemets, parce que voilà, c'est comme asiatique, ça n'a aucun sens de dire ça, mais ils font de la fantaisie qui s'inspire de certaines régions de l'Afrique, même de certains pays, ou de certaines croyances. Et je vais vous le prendre tout de suite. Alors, ce livre est simplement très dur à lire en anglais, c'est pour ça que j'ai du mal à avancer, mais j'avais lu le tome 1 et je suis en train de lire le tome 2. Mais on a aussi toute une vague de nouvelles auteurs. Ce genre de texte existe et met en avant des cultures qui ne sont pas mises en avant en fantaisie. On a des paroles qui se libèrent, on a une fantaisie qui se libère, heureusement. Que vous prenez Jane Austen, que je suis en train de lire, il y a beaucoup, et notamment vis-à-vis des gitans, des mots horribles qui sont faits. Vous prenez les sœurs Brontë. Les sœurs Brontë, Heathcliff, dans Les Hauts d'Hurlevent, il est considéré comme violent, bestial et agressif, notamment parce qu'il n'est pas blanc de peau. Hein. Faut aussi remettre ça en question. C'est que à l'époque, c'était normalisé. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Lovecraft, si ça vous tente ou pas, et je le comprends très bien que pour plein de raisons, et notamment la raison raciste, vous ne voulez pas le lire, mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est un pilier de l'imaginaire d'horreur, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.